Donc maintenant que nous avons créé notre première base de données, nous sommes en mesure de créer nos premières tables. Donc comme je vous l'ai dit dans la première partie, les tables vont nous permettre de stocker les différentes entités de notre application. Donc ici, je vais partir sur un exemple relativement simple où je veux stocker des utilisateurs et des articles. Alors on va commencer par la création des utilisateurs. Donc ils auront un nom, un prénom, un sexe et une date de naissance. Alors pour créer une table, c'est relativement simple. Il vous suffit de sélectionner votre base de données et de cliquer sur Nouvelle table, ou tout simplement ici, indiquer le nom de votre table. Donc moi je vais l'appeler utilisateur avec un S, et je vais choisir le nombre de colonnes qui correspond au nombre de champs que je vais sauvegarder. Donc ne vous inquiétez pas, le nombre de colonnes peut être changé à tout moment, c'est pas super grave si ici vous vous trompez de nombre. Donc ici j'ai dit qu'il y avait 4 champs. Voilà. Alors, là vous allez tomber sur ce formulaire qui peut vous paraître compliqué parce qu'il y a plein d'infos, mais rassurez-vous, c'est relativement simple. Donc ici, vous allez nommer en fait vos différents champs. Donc ici, par exemple, j'ai un premier champ nom. Ensuite, vous allez préciser le type. Donc il existe beaucoup de types sur MySQL qui vous permettent de stocker différentes informations. Donc vous avez d'abord des types numériques. Donc vous avez les entiers qui vous permettent de stocker, comme son nom l'indique, des entiers. Alors les valeurs peuvent être négatives ou positives. Alors quelle est la différence entre ces 5 types-là? En fait, c'est juste une différence de taille. C'est-à-dire qu'un tiny int sera stocké sur un seul octet. Du coup, le nombre de possibilités est limité. C'est-à-dire qu'on aura 2 puissance 8, soit 256 possibilités. Du coup, les valeurs stockées avec ce format-là seront plus petites, prendront moins de place, mais par contre seront limitées. On ne pourra stocker que des valeurs comprises entre moins 128 et 127. Pareil, en small int, on ne pourra stocker que des valeurs comprises entre moins 32 768 et 32 767. Alors d'où je sors ça? C'est tout simplement 2 puissance 16, et ici 2 puissance 32, et ainsi de suite. Donc plus vous montez vers le haut, plus vous pouvez stocker des valeurs importantes. Donc si vous voulez avoir plus de détails, j'ai trouvé cette page qui est plutôt sympa, qui résume un petit peu les ordres de grandeur. D'ailleurs, sur les entiers, si vous ne souhaitez pas sauvegarder des valeurs négatives, si vous êtes sûr que la valeur est positive, comme par exemple un âge, vous pouvez le faire en choisissant au niveau de attribut ici, unsigned. En mettant unsigned, ça veut dire que votre valeur n'a pas de signe, et du coup est forcément positive. Donc au lieu de choisir des valeurs comprises entre moins 128 et 127, vous pourrez choisir des valeurs entre 0 et 255. Et tout ça, toujours sur le même nombre d'octets. Donc ensuite, vous avez les décimales, float, double et real qui vous permettent de la même façon de stocker des valeurs décimales. Et les différents formats influent sur la taille et le nombre de décimales que vous allez pouvoir sauvegarder. Ensuite, vous avez bit, boolean et serial. Donc ça, c'est ni plus ni moins que des types d'entiers particuliers. Un boolean, ce n'est ni plus ni moins qu'un entier de taille 1. C'est soit 0, soit 1. Voilà. Ensuite, vous avez les données temporelles. Donc vous avez 5 types de données. Vous avez les dates. Les dates, c'est tout simplement la date. Jour, mois et année. Datetime, c'est la date plus la notion de temps. Donc c'est jour, mois, année plus heure, minute, seconde. Timestamp, c'est exactement la même chose que datetime, si ce n'est qu'avec un timestamp, vous allez pouvoir avoir des attributs particuliers. Par exemple, dire que la date doit se re-sauvegarder à chaque mise à jour. Vous avez time qui vous permet de stocker les heures, minutes et secondes, et year qui, comme son nom l'indique, vous permet de stocker l'année. Ensuite, vous avez la possibilité de stocker des chaînes de caractères. Donc nous, c'est ce qui correspond le plus à notre nom. Vous voyez que vous avez différentes valeurs. En fait, c'est pareil que tiny int, medium int et tout ça. C'est une notion de taille. Plus vous allez prendre du medium text ou du long text, plus vous allez pouvoir sauvegarder des valeurs importantes. Donc nous ici, et enfin si vous descendez, vous allez avoir d'autres types un petit peu plus particuliers. Donc vous avez les blobs qui vous permettent tout simplement de stocker des valeurs binaires si jamais vous voulez sauvegarder des images en base de données. Mais c'est quelque chose que vous allez utiliser très très rarement. Enfin moi ça m'est jamais arrivé de les utiliser. Et ensuite vous avez enum qui peut être utile. Parce qu'après c'est vrai que tous les autres ne sont pas forcément très utiles, ça va correspondre vraiment à des points particuliers. Enum vous permet tout simplement de choisir des valeurs. C'est-à-dire que vous allez dire, cette valeur-là, le nom, c'est soit F, soit M, soit J, soit A, et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir choisir les rangs des valeurs qui sont disponibles. Donc c'est un champ relativement particulier, mais c'est vrai que ça peut servir. Donc nous ici, je veux stocker un nom. Donc un nom, c'est pas forcément quelque chose de très long. Donc ce qui correspond le mieux, c'est varchar.
Et ensuite, vous choisissez la taille. Donc la taille va vous permettre tout simplement de dire combien de caractères vous acceptez. Donc un varchar, comme je vous l'ai dit, c'est stocké sur un seul octet, donc c'est entre 0 et 255. Donc ici, on va prévoir très très large, hein, et on va mettre 255. Ensuite, vous pouvez choisir une valeur par défaut. Donc vous n'avez aucune valeur, c'est-à-dire que ça laissera le champ vide. Tel que défini, ça vous permet de définir une valeur. Vous avez nul, par défaut ça mettra nul, et current timestamp. Alors current timestamp, ça veut dire que par défaut, la valeur, ça sera la date du jour. Donc ça ne marche que ici, vous avez mis comme champ, comme type timestamp. Donc moi ici, je vais mettre aucune, c'est-à-dire que par défaut, je n'aurai jamais de valeur nulle. La personne va forcément rentrer son nom. Ensuite, vous avez l'interclassement, c'est exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais par défaut, si vous ne mettez rien, ça choisit l'interclassement de la base de données. Donc ce que je vous conseille pour garder une uniformité au sein de vos données, c'est de ne pas spécifier l'interclassement par champ. Sinon, ça risque d'être un sacré bordel. Ensuite, vous avez les attributs. Donc binary, c'est si vous voulez stocker des données binaires et non pas du texte. Unsigned, c'est si vous voulez que votre entier soit signé ou pas. Donc signé, ça veut dire il y a des valeurs négatives et positives. Et unsigned, c'est il n'y a pas de valeur négative. Unsigned zero fill, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de valeur négative et en plus, il met des zéros pour arriver à la bonne taille. Si par exemple, vous avez choisi un entier de taille 3, ben, il mettra 001 lorsque vous allez stocker 1. Et ici, l'attribut onUpdateCurrentTimestamp, ça veut dire que dès que le champ va être modifié, dès que la ligne va être modifiée, automatiquement, la date se mettra à la date actuelle. Donc ça, c'est de la même façon, c'est si vous avez choisi timestamp au niveau du type de champ. Ensuite, vous avez la possibilité de définir nul. Nul, ça veut dire que vous acceptez des valeurs nulles. Ici, le nom par défaut, il ne sera jamais nul, c'est-à-dire que l'utilisateur est obligé de mettre un nom, donc je ne coche pas cette case. Enfin, la notion d'index et de clé primaire, j'y reviendrai juste après pour ne pas complexifier encore ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, je veux stocker le prénom. Donc pareil, le prénom, ça sera un varchar de 255. Ensuite, je veux stocker le sexe. Donc pour stocker le sexe, j'ai besoin que d'une lettre, donc ici, je vais mettre varchar de taille 1. Et par défaut, je vais dire qu'on a des utilisateurs qui sont des hommes. Et ensuite, je vais choisir tout simplement la date de naissance. Donc date underscore naissance. Alors attention, on n'a pas le droit de mettre des espaces au niveau des champs, hein. Donc mettez des underscores à la place. Ensuite, ici, je choisis comme type date. Alors pourquoi date? Tout simplement parce que je n'ai besoin que de stocker la date. Je ne mets pas de datetime parce que je ne pense pas que mes utilisateurs aient envie de rentrer l'heure et la minute à laquelle ils sont nés. Donc date. Et pour les dates, je n'ai pas besoin de spécifier de taille, automatiquement, ça correspondra. Donc ensuite, vous pouvez, vous l'avez vu tout à droite, mettre des commentaires. Alors ça ne sert à rien si ce n'est vous à mieux vous y retrouver par la suite. Mais si vous nommez bien vos champs, normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes. De la même façon, vous pouvez commenter la table. Et ensuite, vous avez ce petit truc, le moteur de stockage. Donc là, vous en avez plusieurs. Il n'y en a que deux que vous allez utiliser. MyISAM et InnoDB. Alors, c'est quoi la différence? En fait, MyISAM, c'est un système qui est plus rapide, qui est moins gourmand en performance, qui vous permet notamment de faire des recherches full text, c'est-à-dire des recherches en précisant avec une notion de priorité, en disant ce mot-clé, je l'ai trouvé plus souvent, donc ça veut dire que ce résultat est plus pertinent qu'un autre. En revanche, il n'accepte pas les transactions ou les clés étrangères, donc il peut être handicapant sur certains cas. En contrepartie, InnoDB est un peu plus lent, un petit peu plus gourmand en performance. Ça supporte les transactions, donc ça c'est quelque chose que l'on verra vraiment à la fin des vidéos. Et en plus, en cas d'un crash serveur, vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les données. Donc ça peut être sympa comme fonctionnalité. Nous, vu qu'on va utiliser les transactions par la suite, on va choisir InnoDB. Et ensuite, vous avez l'interclassement. Pareil, vous pouvez choisir l'interclassement différent par table. Donc nous, pareil, on va rester sur quelque chose d'uniforme et on va garder notre interclassement de base de données. Et je sauvegarde. Et là, vous voyez automatiquement que ma table a été créée, donc elle apparaît bien à gauche. Et si je la sélectionne, je vois mes différents champs. Je vois les types qui sont bien choisis, l'interclassement qui est automatiquement hérité de l'interclassement de la base de données et les différentes informations que j'ai rentrées. Alors, maintenant, comment ça marche si je veux faire la même chose, mais en utilisant les lignes de commande, en utilisant les requêtes SQL. Alors, vous sortez tout simplement SQL, vous dites que vous voulez utiliser la base de données formation SQL, Voilà, et ensuite, vous pouvez tout simplement créer votre table. Donc, vous le devinez, c'est create table. Ensuite, vous mettez le nom de votre table. Donc moi, ma table, elle va s'appeler utilisateur avec un S et je vais l'appeler 2 pour éviter tout
Tout simplement parce que si je mets utilisateur, il va me dire que la table existe déjà. Et ensuite, je dois préciser les différentes colonnes. Donc là, je mets entre parenthèses et je vais mettre sur chaque ligne mes différentes colonnes. Donc par exemple, nom, c'était un varchar entre parenthèses de 255 caractères. Hop. Ensuite, j'avais prénom, qui était pareil un varchar de 255. J'avais ensuite le sexe, donc sexe, qui était tout simplement un varchar de taille 1. Et enfin, j'avais la date de naissance, qui était tout simplement un date. Et toutes ces valeurs ne peuvent être jamais nulles, donc je rajoute note nulle à chacune. Hop, je préfère le faire à la fin tout simplement, parce que ça m'évite de me répéter à chaque fois. Et enfin, hop, juste à la fin de ma parenthèse, je peux préciser d'autres paramètres, comme par exemple le moteur à utiliser. Donc ici, engine égale inno.db. Voilà, et une fois que je suis satisfait de ce que je veux rentrer, je clique sur exécuter. Donc là, vous voyez au passage que j'ai une erreur, donc ça me dit qu'à cette ligne-là, il y a un petit problème, c'est tout simplement, j'ai oublié la virgule. Hop, je réexécute. Et de la même façon, vous voyez que là, j'ai créé du coup ma table. Alors évidemment, cette commande-là, c'est quelque chose que vous allez encore une fois faire très rarement. Si vous voulez générer ça de manière automatique, c'est très très simple. Alors, vous pouvez demander à MySQL de vous donner la commande qui permettrait de créer une table. Par exemple, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, j'ai créé la table utilisateur de manière visuelle. Mais maintenant, j'aimerais bien, par exemple sur PHP, mettre en une ligne la création de cette table-là. Ce que je peux faire, c'est faire show create underscore table, create table, et ici, je mets la table utilisateur. Si maintenant j'exécute ce code-là, vous voyez ici qu'il m'indique comment créer cette table. Alors par défaut, les champs sont un petit peu sont tronqués, ça ne me va pas du tout. Donc ici, vous mettez texte complet. Et là, vous voyez que du coup, il vous montre le code qui a permis de générer cette table-là. Et en un clin d'œil, il vous suffit de copier ce code-là sur votre langage de programmation et automatiquement, vous pourrez créer la table. Donc en général, ce qui va se passer, c'est que pour la phase de création de table, vous allez vraiment le faire avec cette interface-là. C'est assez rare que vous créiez une table directement en utilisant la requête SQL. Donc maintenant, si vous voulez supprimer une table, ça fonctionne comme une base de données. Vous avez juste à faire drop table et la table à dropper, utilisateur avec un S2. Voilà, et vous voyez automatiquement que ma table a été supprimée. Alors, comment ça se passe si je veux modifier cette table? Donc, vous pouvez le faire encore une fois de manière visuelle. Par exemple, ici, en disant je veux ajouter une colonne par exemple en fin de table, exécuter. Et ici, je vais par exemple stocker la ville de l'utilisateur. Ville, pareil, varchar, et on va dire que les villes ont des noms qui vont jusqu'à 255 caractères. Et je sauvegarde. Et automatiquement, vous voyez que ça a ajouté la ville. Donc au passage, vous remarquez que tout en haut, ça vous affiche les modifications qui sont faites. C'est-à-dire que toutes les modifications que vous allez faire au sein de votre table, vous allez voir les requêtes SQL qui ont mené à ces modifications-là. Donc n'hésitez pas à les lire, ça vous permettra aussi d'apprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc là, notamment, si vous voulez ajouter une table, hop. Donc là, notamment, si vous voulez modifier une table, c'est très simple. Il vous suffit de faire alter, comme modifier en anglais, table, le nom de votre table, utilisateur avec un S, et ensuite les différentes opérations que vous voulez faire. Donc par exemple, add pays, varchar, de 60 caractères, et varchar de 2 caractères. On va imaginer qu'on stocke juste les codes pays. Et on n'accepte pas les valeurs nulles. Hop, vous faites exécuter. Hop, alors là j'ai oublié un petit t. Exécuter, et vous voyez automatiquement, du coup, si je réaffiche la structure, ça a rajouté mon champ pays de taille 2. De la même façon, si vous voulez supprimer un champ, il vous suffit tout simplement de faire un drop. Drop pays. Et là, vous voyez qu'automatiquement, le pays a été modifié. Donc évidemment, tout ça, vous pouvez y accéder depuis l'interface visuelle. Mais c'est important de savoir le faire avec des requêtes SQL. Donc de la même façon, on peut modifier un champ. Si par exemple, j'ai envie de renommer date de naissance en birthday, j'ai juste à faire ici, change. Donc ici, c'était date de naissance, donc l'ancien nom. Je mets le nouveau nom, birthday. Et ensuite, je précise le type, date. Et par exemple, note nulle. Et j'exécute.
Et là, vous voyez maintenant qu'au niveau de ma structure, j'ai birthday qui est devenu, j'ai date de naissance qui est bien devenu birthday. De la même façon, plutôt que faire un change, vous pouvez faire un modify. En fait, le modify, lui, vous permet non pas de changer le nom, mais tout simplement de changer le type. Si par exemple, vous voulez passer ici d'un date à un date time. Et hop, vous voyez qu'automatiquement, ça a modifié juste le type. Donc change vous permet de modifier le nom et le type, alors que modify vous permet seulement de changer le type d'un champ. Voilà, donc là, vous maîtrisez tout ce qu'il y a à savoir sur les champs. Donc, comment modifier un champ, comment supprimer un champ, créer un champ, en ajouter un, et tout ça. Donc maintenant, on va parler un petit peu des clés. Donc en fait, les clés, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet d'identifier. Le problème, lorsqu'il y a des utilisateurs, c'est qu'on peut avoir des concurrences, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui auront le même nom et prénom. Du coup, comment les sélectionner? Comment différencier deux personnes? Donc dans la vie de tous les jours, ce qu'on utilise, c'est entre guillemets des ID. Donc c'est des chiffres qui sont uniques, qui permettent d'identifier une personne. Par exemple, votre numéro de sécurité sociale. Du coup, ce que l'on veut pouvoir faire sur MySQL, c'est créer un champ qui soit unique pour chacun des utilisateurs de notre table. Du coup, ici, je vais rajouter un champ au tout début. Alors ce champ, je vais lui donner un nom, c'est ID. Alors c'est quelque chose que vous allez revoir très souvent lorsque l'on parle de ce chiffre-là, le chiffre qui permet d'identifier les personnes, on parle d'un ID. Donc ça sera toujours ID. Donc vous pouvez soit avoir ID tout seul, comme ça, soit ID underscore le nom de la table. Ça dépend un petit peu des conventions qui sont choisies par les développeurs. Donc moi ici, je vais choisir ID. Donc cet ID, c'est un entier et je vais lui dire que c'est la clé primaire. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'identifier un utilisateur. Je n'aurai jamais deux utilisateurs qui auront le même ID. Le problème, c'est que par défaut, cette valeur ici, elle va être vide. Du coup, au premier enregistrement, ça vaudra 0, et au second enregistrement, ça vaudra 0 aussi. Du coup, il n'y aura pas moyen de faire de différence entre deux utilisateurs. Donc ce que l'on peut faire, c'est avoir ce champ-là, auto-incrément de cocher. Donc en fait, ce champ-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement, comme son nom l'indique, incrémenter. C'est-à-dire que le premier utilisateur qu'on va sauvegarder, le chiffre vaudra 1, le second 2, et ainsi de suite. Du coup, en cochant cette case et en ayant cette clé primaire là, cette valeur va s'incrémenter toute seule. Et du coup, automatiquement, on est sûr que chaque utilisateur aura un ID unique. Donc voilà, c'est très important, quasiment pour chacune des tables que vous allez créer, vous mettez une clé primaire en auto-incrémente et vous la nommez ID ou ID underscore le nom de la table. Et je sauvegarde. Donc là, vous voyez que ça fait un alter table, ça ajoute le champ ID qui est un entier en note nulle. Vous voyez que ça le met en auto-incrémente et ensuite ça fait ça, primary key first. Donc ça veut dire que ça met ce champ-là en clé primaire. Donc si maintenant vous retournez sur la structure, vous voyez que vous avez en dessous les index et vous voyez que vous avez bien votre clé primaire qui correspond à mon champ ID. Donc en plus de ces clés-là, vous avez d'autres clés. Alors maintenant, si vous regardez un champ en particulier, vous voyez qu'en plus de clés primaires, j'ai d'autres clés. J'ai ajouté un index unique, un index spatial et full text. Alors, un index unique, ça veut dire tout simplement que cette valeur doit être unique. C'est un petit peu comme une clé primaire, mais ça précise juste une contrainte d'unicité. Donc la notion d'index, c'est un petit peu ce dont je viens de vous parler. C'est tout simplement de dire que MySQL va aussi organiser les données suivant ce champ-là. Alors lorsque vous allez ajouter un index, ça va avoir un effet positif. Un effet positif, c'est tout simplement que ça va aller plus vite. Par exemple, ce que je peux faire, c'est au niveau du sexe, mettre un index. Donc automatiquement, il créera un index avec les différentes valeurs que prend ce champ. Donc moi ici, c'est très bien parce que ce champ va prendre soit homme, soit femme. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que du coup, vu qu'il sauvegarde cet index-là et les associations qui sont faites aussi, automatiquement, ça va prendre un petit peu plus de place. Du coup, un index, ça sert vraiment à améliorer les performances de votre table. Du coup, une recherche sur un sexe particulier, par exemple, si je veux que les hommes, ce sera beaucoup plus rapide si ce champ est un index. Mais en revanche, ma table va prendre un petit peu plus de place. Du coup, évitez de faire ça sur des champs qui prennent des centaines de valeurs différentes. Vraiment, il faut mettre en index des choses relativement simples qui prennent un rang de valeurs assez simple. Donc par exemple, un sexe, ça va très très bien. Par exemple, la catégorie. Par exemple, on pourrait imaginer la ville. À vous de voir aussi si vous allez faire des requêtes. Si vous faites souvent des requêtes en disant je cherche les utilisateurs qui habitent cette ville-là, dans ce cas-là, ça peut être judicieux de mettre la ville en index.
Donc c'est toujours un juste milieu à trouver entre performance et espace. Et ensuite, vous avez spatial, donc ça c'est quelque chose dont vous allez vraiment jamais vous servir, et full text. Donc full text, je vous en parlais tout à l'heure. Si votre table est si au niveau du moteur de votre table, vous avez choisi MyISAM, vous avez la possibilité de mettre ce champ en full text. Les champs full text prennent un peu plus de place, mais du coup, on peut faire des recherches avec une notion de pertinence dessus. Donc voilà à quoi ça sert. Donc ici, vous voyez que c'est grisé, je ne peux pas le sélectionner, tout simplement parce que le moteur de ma base de données est ici, c'est un moteur InnoDB. Voilà, donc maintenant, vous savez ça. Voilà, donc ici, moi, je vais mettre le sexe en index. Donc si vous regardez, vous voyez tout simplement, ça fait un alter table, add index, et ça a ajouté la table sexe à mon index. Donc si maintenant je regarde mon index, ben, vous voyez que j'ai la clé primaire et le sexe qui sont deux clés. Voilà, du coup maintenant ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice, histoire de pratiquer un petit peu, c'est de créer notre seconde table. Donc ici on aura un titre, alors on va prendre un titre qui ne sera pas trop grand, donc vous pourrez mettre varchar. Un slug, pareil, ce n'est pas trop grand, on va limiter par contre à 60 caractères. Retenez bien ça, je vais le mettre, 60 caractères max, et il doit être unique en plus. Donc là, attention à la clé. Vous avez le contenu qui peut être très long, hein, vu que ça va être de l'HTML, et la date de création de notre article. Donc on va pouvoir avoir la date en heures, minutes et secondes à laquelle a été posté cet article-là. Et ensuite, on va rajouter un champ, allez, tant qu'on y est, la date de modification, qui sauvegardera tout simplement la date à laquelle l'article a été modifié pour la dernière fois. Voilà, donc le but, c'est que vous créiez cette table, et ensuite, je vous donne la solution. Voilà, donc je vous laisse faire, je vous laisse 3-4 secondes de pause, donc vous mettez en pause la vidéo, et vous essayez de créer cette table avec tout ce qu'on a vu, en n'oubliant pas de mettre une clé primaire en index, de choisir les bons index et les bonnes valeurs. Voilà, donc c'est parti, je vais vous donner la solution. Alors je vais créer ma première table, donc ici je vais aller dans Formation SQL, je crée une nouvelle table que j'appelle Article, avec un S. Donc je choisis le nombre de champs, 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets 6. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en plus, je vais mettre l'ID qui sera la clé qui me permettra d'identifier chaque article. Comme je vous l'ai dit, dès que je crée une table, je mets un champ ID. Donc ici, ID. Je mets un varchar, je mets un entier en auto-incrémente et en clé primaire. Donc ici, hop, auto-incrémente et clé primaire. Ensuite, je choisis le titre de mon article. Donc j'ai dit un varchar de 255 caractères maximum. Ensuite, je choisis le slug. Donc le slug, je vous ai dit, on le limite à 60 caractères. Et là, hop, au niveau de mes clés, je mets unique, c'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir deux articles qui aient le même slug. Sinon, ça voudrait dire que deux articles ont la même URL. Ensuite, je choisis le contenu. Donc le contenu, ça sera un texte très long. Donc ici, je vais mettre long texte. Enfin, la date de création, donc date création. Et ici, je vais mettre timestamp. Comme ça, par valeur par défaut, je vais mettre courant timestamp. C'est-à-dire qu'à la création de cette ligne-là, ça mettra automatiquement la date du jour. Et ensuite, je vais mettre la date de modification. Pareil, je vais mettre timestamp. Je mets ici courant timestamp. Et comme attribut, je rajoute un update courant timestamp. C'est-à-dire que dès que je vais modifier cet article-là, il va mettre à jour ce champ-là. Et je sauvegarde. Et au niveau du moteur de stockage, je reste en InnoDB parce que plus tard, je vais faire des transactions. Et je sauvegarde. Donc là, vous voyez au passage qu'il y a un petit problème. Alors c'est normal. Au niveau de timestamp, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul champ. Donc tous les autres doivent être en date time. Donc celui que je vais garder, c'est date de modification, tout simplement parce qu'il y a plein d'informations différentes. Et je sauvegarde. Et du coup, comme valeur par défaut ici, je mets aucune. Et je sauvegarde. Voilà, du coup, je me retrouve maintenant avec mes articles. J'ai mon ID, mon titre, mon slug. Du coup, maintenant, j'ai mes deux tables. Il ne me reste plus qu'à les remplir. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, c'est-à-dire comment insérer des informations dans ces tables-là.